Mon nom est Dominique Huc, je suis professeur émérite à l'Université de Strasbourg et je suis chercheur en dialectologie et en sociolinguistique. L'alsacien, de toute façon, le fait d'utiliser l'alsacien, c'était déjà une forme de catégoriser de façon identitaire et pas de façon linguistique, dans la mesure où, en quelque sorte, c'est une façon, une façon identitaire, de façon très curieuse, à la française, puisqu'en Alsace, on parle l'alsacien. Or, on sait bien que jusqu'à au moins 1890, tout le monde disait on parle l'allemand. Vieux débat. Et tout simplement, ensuite, à ce moment-là, côté français, c'est vrai qu'on a plutôt poussé à utiliser le terme alsacien. En Alsace même, on a poussé à catégoriser ce qui était parlé pour bien montrer la différence qu'on voulait faire avec les autres Allemands, puisqu'on n'avait pas d'autonomie politique. On a parlé de Elsasserditsch, d'allemand alsacien. Et puis ensuite, petit à petit, on a passé à alsacien, et c'est vrai que c'est davantage un glotonyme identitaire. Et ça n'avait jamais cette fonction, si je puis dire, cette fonction identitaire et ce nom identitaire est arrivé à la fin du XIXe siècle. Donc aujourd'hui on utilise la France, et en France c'est une habitude de le faire comme ça, mais ça n'est pas la catégorie des linguistes. Les linguistes parleront de dialecte alémanique et francique, base alémanique, haute alémanique, francique, machin. Ils diront ça. C'est une catégorie, au fond, tout simplement parce qu'ils se fondent sur des critères, je dirais, objectifs, j'ose pas dire ça, mais des critères, disons, identifiables, qui valent ce qu'ils valent, et pour différencier les grandes familles les unes des autres. C'est à peu près tout. Mais au fond, sur le fond, rien n'empêche de nommer aussi, ou de déclarer que cette partie soit aussi une langue. C'est ce qu'a fait, par exemple, le Luxembourg. La partie du francique mosellan qui est utilisée au Luxembourg a été décrétée Letzebuerg, et que cet ensemble a été décrété langue nationale. On peut tout écrire. Toutes les langues du monde, toutes les langues verbales se peuvent s'écrire. Quoi qu'il arrive. Oui, certes. Toutes. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire en alsacien. Ensuite, il faut voir avec quels outils on les écrit. Si c'est un alphabet sans doute ici latin, sans doute celui qui est utilisé dans toutes les langues qui sont utilisées en Europe occidentale, disons que non cyrillique, on va dire ça comme ça. Ensuite, on peut discuter, est-ce qu'il y a une graphie qu'il faut inventer, ou est-ce que c'est une graphie qui se rapproche de la langue standard qui est la plus proche, qui serait l'allemand, tout ça. Ce sont ensuite des choix totalement, arbitraires, que font ou que ne font pas les scripteurs, que font, que ne font pas ceux qui ont éventuellement un pouvoir de décision, que font ou ne font pas. Ensuite, je dirais, c'est comme tout le reste, toute la graphie, ce sont des choix totalement, arbitraires. Ce sont pas les langues elles-mêmes qui s'écrivent, ce sont bien les hommes. Et c'est les hommes, prennent des décisions. Et à ce moment-là, bien sûr, on peut prendre des décisions aussi pour l'alsacien, pourquoi pas. Qu'en est-il du dialecte? En fait, comme moi, je ne peux que décrire, je ne peux que voir, essayer de voir ce qu'il en est, si je puis dire. Je m'aperçois juste que l'usage, la pratique des parlers dialectaux est en quelque sorte beaucoup moins importante qu'elle ne l'a été, semble être en train d'être de moins en moins importante, que les dialectes ont de moins en moins de fonctions. Ou plutôt, je devrais dire que selon les situations, selon les personnes, ces dialectes sont de moins en moins utilisés parce que, en quelque sorte, il y a le français qui a pris la place, les fonctions qu'avaient les parlers dialectaux jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. Et que c'est en quelque sorte, ça tout doucement, c'est en train, disons, de se retirer de
de cette vie sociale habituelle. On sait juste que sans doute, de façon, comment dire, et c'est une chose qui est un peu compliquée, que sans doute les couches sociales économiquement plus défavorisées sont peut-être plus enclines à maintenir l'usage des parlers dialectaux. J'ai bien plus enclines, je n'ai pas dit qu'elles le font. Donc, parce que la pression, cette fois-ci, notamment sur les jeunes générations, avec l'entourage plutôt uniquement en français, joue aussi. Simplement, disons, là il y a une poursuite d'usage qui est peut-être un peu plus importante. Mais grosso modo, et on ne peut pas non plus raisonner en ville et campagne d'une façon stricte, parce que, en quelque sorte, c'est ceux qui habitent dans ces espaces qui font que c'est rural ou urbain, etc. Et donc là, il y a, disons, une porosité telle aujourd'hui que c'est un peu plus difficile à donner. En revanche, il y a peut-être, je dirais, des micro-régions qui sont un peu en décalage. Alors je sais que ça peut paraître un peu dépréciatif, un peu en décalage avec le reste de l'Alsace, notamment ces micro-régions qui n'ont pas connu le même développement ou le même tempo du développement économique, notamment l'extrême nord, le nord-ouest, l'Alsace-Bossue notamment, ou encore tout l'extrême sud, partie du Sundgau, mais un peu pour d'autres raisons. Il y a parfois des décalages de 10, 15, 20 ans qui se sont faits, et en quelque sorte aussi du point de vue des pratiques linguistiques, ce qui fait que l'usage des parlers dialectaux est encore plus important, tout est relatif, avec peut-être aussi, cette fois-ci, un retour ou une avancée du français plus importante. Et pour le Sundgau, bien sûr, il y a peut-être aussi la proximité de la Suisse qui a pu jouer. Alors on peut faire l'hypothèse, c'est une hypothèse, donc je parlais de ce développement économique, on pourrait aussi parler du développement global qu'il y a eu, des changements de société qu'il y a eu, qui ont peut-être atteint ces endroits un peu plus tard dans le temps. Et ce qui fait qu'au fond, la reproduction sociale ou la reproduction comportementale, y compris linguistique, s'est maintenue plus longtemps. La France n'a pu estimer utile de demander aux gens quelle langue, enfin de façon générale, quelle langue ils parlaient. Et pour nos départements, ça n'a plus été fait. Mais les derniers travaux qui datent maintenant depuis quand même pas mal de temps, des années 80, montraient des vraies différences selon les arrondissements et les cantons. Première chose. Et puis deuxième chose, et bien sûr quand on regarde même le dernier chiffre qu'on connaît de 2012, on voit bien qu'il y a tendanciellement, alors je vais être très prudent, tendanciellement, il y a une probabilité qu'il y ait un plus grand maintien dans ces deux extrêmes. Alors il y a les langues qui sont venues d'ailleurs depuis très longtemps, comme l'italien, comme le polonais, ou pour partie l'ukrainien, et selon les endroits où l'on se trouve, c'est pas la même chose pour ceux qui se sont installés, notamment dans les mines de potasse. C'est pas la même chose pour ceux qui se sont déjà installés, qui sont déjà venus comme saisonniers, notamment les Italiens des années 1900, pour les maçons par exemple. Ou encore après 1945, les Polonais qui étaient là, les Ukrainiens qui étaient là, ou encore des Camerounais qui étaient là, et qui ont tous été, si je puis dire, qui tous étaient socialisés en dialecte. Donc tous les enfants étaient socialisés en alsacien, ils vivaient, à la maison ils vivaient dans la langue de leurs parents, polonais, italien, enfin c'était souvent italien, c'était pas l'italien standard, c'était l'italien dialectal aussi. Et ils apprenaient le français avec tous les autres enfants à l'école. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes dans la mesure où effectivement la langue de socialisation est aussi le français. Si on parle de l'usage, la pratique, il faut sans doute voir les années 1960 comme étant, disons, un point où en quelque sorte l'usage va sans doute petit à petit commencer
à être une partie des usagers, des personnes vont commencer à remplacer la partie dialectale par le français. Grosso modo, ce sont les couches sociales qui commencent à souhaiter avoir cette ascension sociale, qui vont être à l'écoute d'un discours qui circule dans la société depuis 1946. Ce discours, c'est quoi? Ce discours, c'est apprenez le français. Bon, ça a passé. Mais lorsqu'on continue à parler le dialecte ne permettant pas de développer sa pensée complètement, parce qu'il est trop fruste, parce qu'il n'a pas les moyens, parce que ça n'est pas une langue, etc. Au fond, c'est donc un handicap pour l'individu, passer au français. Ou encore, dans la mesure où précisément ce dialecte étant ce qu'il est, non seulement c'est un handicap pour l'apprentissage du français, mais c'est un handicap pour l'apprentissage de toute langue standard. Et donc, les dialectophones ne pourront jamais avoir de pensée subtile, etc. Et c'est un handicap social, dans la mesure où on n'apprendra pas suffisamment bien le français. C'est un handicap, en quelque sorte, aussi professionnel, etc., etc. Donc, en quelque sorte, c'est surtout vu comme ça. Et on parle pas de l'allemand. Hein, donc, en quelque sorte, c'est bien le concurrent le plus important. Et là, on a les chiffres. Hein. Le concurrent le plus important, jusqu'en 1962, du français, c'est le dialecte. Les femmes avaient joué un rôle, alors peut-être, je dis bien peut-être, non seulement essentiel, mais un rôle assez important qui n'est pas toujours visible. Dans les années 60 et 70, lorsque ces jeunes femmes comprennent, qu'en quelque sorte, que non seulement c'est pas une question uniquement de langue, hein, mais c'est en prenant sa distance avec pas avec la tradition, mais avec la reproduction. Ces jeunes femmes comprennent qu'elles peut-être aussi peuvent faire leurs propres choix, et même si ça va à l'encontre de la volonté parentale, juste que, si je reprends juste notre travail central, c'est que là, le français va être un élément déterminant. Les rôles sociaux des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes. Les hommes ont leur rôle social établi. Personne ne le conteste, enfin si je puis dire. Or, les femmes n'ont pas de rôle. Elles ont à se bagarrer pour être reconnues comme une personne à part entière. Elles sont à se bagarrer sur plein de niveaux. Et je rappelle souvent que c'est aussi le moment où c'est la contraception qui est dépénalisée, que je rappelle aussi que c'est l'IVG qui est enfin, etc., etc. Donc il y a toute une série de choses. C'est aussi le moment où elles ne sont plus dépendantes de leur mari. Enfin, c'est cette décennie-là. Et en même temps, on voit que ce sont, et ça c'est une belle étude d'André Taborel-Keller et de Frédéric Lucal qui le montre, en même temps, ce sont aussi les femmes qui, au moins dans les familles, pas nécessairement comme actrices sociales, les femmes qui, tout doucement, sont les vecteurs, qui intègrent, qui commencent à faire entrer le français dans les familles. Alors la question est de savoir pourquoi. C'est elles qui comprennent beaucoup mieux que les hommes que si, c'est un peu, par anticipation, si elles souhaitent, si les familles veulent que leurs propres enfants aient des conditions sociales, des associations sociales qui puissent se faire, notamment les filles, il faut que ça passe par une bonne connaissance du français. Et au fond, ce sont, je dis bien de fait, hein, ce sont souvent, alors je sais aussi qu'on s'est moqué, hein, des femmes qui essaient de parler, c'est notamment une chanson de Roger, hein, une quartier des 15, on s'est moqué d'elles parce qu'effectivement, elles essayaient, de pousser notamment pour les garçons c'était différent, notamment les filles, à parler le français, alors pas nécessairement consciemment, parce qu'au fond, elles ont bien compris aussi que c'était pas tellement l'ascension sociale qui passait par là, mais aussi leur propre
leur propre être, le fait d'être reconnu comme tel. Et c'est assez intéressant de voir justement les chiffres qu'on a eu de 1979, que personne n'a vraiment regardé, et au fond, et ça n'est que là où on voit que les filles entre 16 et 19 ans sont, pour la première fois, beaucoup moins dialectophones que les garçons de leur âge, et ça ne va plus s'arrêter. Et donc, pour les hommes, ça va être, disons, le déclin, si je puis dire, ou ceux qui disent qu'ils ne sont plus dialectophones, ça va être petit à petit, avec quelque chose de très lent, et pour les femmes, ça va être rapide et très rapide. Rapide et très, très vertical. Donc, au fond, parce que l'enjeu est un enjeu de société pour elles, de place dans la société. Donc, ça signifie aussi que, d'une certaine façon, si je puis dire, que la langue ou les parlers dialectaux, si on regarde ça comme ça, est aussi un vecteur, disons, d'oppression, si je puis dire, de fait, dans les mesures où elles n'étaient pas prises pour ce qu'elles étaient en ne parlant pas le français. Donc, en fin de compte, c'était une façon également de pouvoir s'affirmer et d'avoir accès à d'autres domaines en faisant cela, en apprenant le français et en poussant leurs filles à apprendre le français. Ouais. Et ça n'est qu'en 1962 que l'État est enfin rassuré parce que les statisticiens de l'INSEE ont calculé qu'à la fin des années 70, ils ont même, mécaniquement, c'était en 1979, tout le monde saurait le français. Et il y aura juste 1% des personnes qui irréductibles parce où ce ne sera pas possible. Donc, en quelque sorte, on a encore quasiment une génération, encore 62, et c'est là qu'on arrête d'ailleurs de poser la question dans les recensements, quelle langue les gens parlent. Donc, en quelque sorte, ce qui se passe, si je puis dire, ce sont deux choses. Ce sont d'une part, ce sont donc des couches sociales et des classes sociales qui veulent tout doucement s'émanciper et au fond ont compris que si elles veulent s'émanciper socialement, il faut que ça passe par le français, la langue de la domination, la langue dominante, la langue des dominants, de ceux qui ont le pouvoir. Et puis la deuxième chose, c'est que ce discours circulant dans la société, qui a un rôle important, qui est repris par les élites, qui est repris par la bourgeoisie, qui est repris par... encouragé par l'éducation nationale. Bien sûr. Oui. Mais je rappelle, c'est toujours un concurrent. Et parce qu'on pense réellement, on pense que c'est on pense réellement que c'est un handicap. On a accepté que, en quelque sorte, le plurilinguisme, c'était, quand c'est pas le français qui domine, c'est pas bien non plus. Supposons que les politiques proposent quelque chose pour ceux qui le souhaiteraient, pour que les parlers dialectaux puissent être de nouveau utilisés beaucoup plus, etc. La question de savoir, est-ce que les habitants, est-ce qu'ils comprendront, voudront, et on dira, voyez bien, peut-être qu'ils ne veulent pas. Or, la question, c'est pas s'ils ne veulent pas, la question, c'est qu'on a tout fait pour qu'ils ne veuillent pas.